Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Conférence de fin de journée, je ne veux pas vous endormir. Surtout que je vais vous parler d'un contexte historique qui a eu lieu en fait juste après la chute du bloc soviétique. Et c'est le fruit de recherches de plusieurs années. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour moi, c'est un petit stress, je ne vous le cache pas, parce que c'est du contenu qui est un peu nouveau et pour lequel j'y ai mis tout mon cœur. Donc avant de commencer, un petit disclaimer important. Je ne vais pas vous parler de principes idéologiques. C'est-à-dire que je ne vais absolument pas vous parler de l'idéologie de ces pays-là. Je ne vais pas vous parler de leur politique. Je ne vais pas vous parler des problématiques de droits de l'homme. Absolument pas. Je vais juste faire en sorte de... je vois qu'il y a des problèmes d'écoute là-bas. Bon, ok. Je vais juste vous parler des éléments purement stratégiques et qui peuvent s'allier à de la cyberdéfense. Et on va prendre ces mécaniques-là et on va voir si elles sont transposables dans les entreprises. Je vais vous parler de cette efficacité-là spécifiquement et on va travailler là-dessus. Donc, je vais vous parler de chiffres, mais cette fois-ci, je vais vous parler de chiffres très différents. Ce sont des chiffres que j'ai compilés, qui sont l'objet de cette analyse-là. Et cette compilation a été longue et assez pénible. Et c'est ces chiffres-là que je vais vous montrer. Ensuite, je vais vous parler des techniques. Et ces techniques-là sont des techniques, des mécaniques de cyberdéfense qui, encore une fois, sont des mécaniques historiques. Et ces mécaniques, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'arrivent pas avec le casque. Non? On n'entend rien? C'est formidable. Et est-ce que vous m'entendez comme ça ou pas du tout? Ouais? Moyen? Faut que je crie dans le micro, en fait. C'est pas très fort. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'entendent pas, en fait. Donc, je vais continuer. C'est pas grave. Je vais faire le parallèle et je vais moderniser, en fait, ces techniques, ces mécaniques et les moderniser pour pouvoir les appliquer dans nos organisations. Alors, si votre question est de dire, mais comment ça se fait qu'on va moderniser des stratégies de cyberdéfense de Corée du Nord pour les appliquer dans nos entreprises? Est-ce que c'est bien éthique? Là encore, je vous répète, le principe éthique ne rentre pas dans cette conférence-là, du tout. Le principe éthique, c'est autre chose. Ici, on parle de mécanique de cyberdéfense. Donc, les chiffres. Vous ne voyez rien, c'est normal. C'est parce qu'il y avait beaucoup de chiffres. Mais en gros, ce que j'ai compilé ici, ce sont les cyberattaques revendiquées par les cybercriminels depuis le 20 août 2023. Alors, en chiffres, ces revendications, donc vous avez littéralement toutes les destinations, les nationalités d'entreprises, et vous voyez que le grand pic là-bas, c'est les États-Unis. Donc finalement, les États-Unis se font plus attaquer que les autres. Ça, ok, d'accord. Le Canada est ici, la France est ici. Mais voilà, il y a un petit souci. Vous allez me dire, mais ok, on ne voit rien, ça ne sert à rien. Si, vous allez comprendre. À la suite de cette analyse, j'ai fait une autre analyse. Donc, il y a les cyberattaques qui ont été médiatisées. Là, j'en ai analysé 1840. Et les cyberattaques qui ont été publiées par les cybercriminels, j'en ai analysé 1400. Donc, gros travail. Et dans les 12 derniers mois, alors le point est devant, c'est dommage, ça c'est la transformation Google PowerPoint, mais c'est pas grave. Donc, c'était une puce à la base. Il y a 0 attaque qui était de la Corée du Nord et 0 attaque pour la Corée du Nord ici. Ça veut dire que la Corée du Nord ne s'est pas faite attaquer par les cybercriminels. Ça paraît évident comme ça, parce qu'on entend la Corée du Nord comme un attaquant. Donc on ne s'attend pas à ce que ce soit une victime. Mais pourquoi? Autant d'un État, on comprend cette logique-là. Mais de principe cybercriminel, on ne l'attend pas. La Corée du Nord a de l'argent. Alors pourquoi la Corée du Nord, la Corée du Sud et la Russie et la Corée du Sud se font un peu plus attaquer, mais on n'est pas du tout dans l'ordre qu'on voyait avant. Dans la France, le Canada, c'est même pas pareil. On parle de 7 attaques pour la Corée du Sud. On parle de 11 attaques seulement pour la Russie. Donc, pourquoi ces pays-là se font moins attaquer que les autres?
Est-ce qu'on attend des représailles? Non, ça ne marche pas. Parce que des groupes de réponse aux attaques, il y a plus aux États-Unis. Et pourtant, les États-Unis se font plus attaquer. Donc pourquoi, ça a été pour moi la grande question, pourquoi ces pays-là se font moins attaquer et pourquoi les cybercriminels revendiquent moins ces attaques-là? Ou voire même pas du tout dans le cas de la Corée du Nord. Pourquoi on n'attaque pas la Corée du Nord? Donc il y a forcément une stratégie de cyberdéfense que je ne comprends pas. Pourquoi les entreprises de Corée du Nord ne se font pas attaquer? Je ne la comprends pas. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, il y a forcément une mécanique de cyberdéfense qui m'est totalement étrangère. Et il faut que je la comprenne. Et c'est ça qu'on va analyser aujourd'hui. Donc je vais revenir un petit peu dans l'histoire et je vais vous parler du bloc soviétique. Parce que l'histoire de ce bloc soviétique-là, elle prend fin dans les années 90. On a historiquement la RDA et la RFA, donc l'ex-Allemagne de l'Est et l'ex-Allemagne de l'Ouest, qui aujourd'hui ne font qu'un seul pays, et qui étaient séparés. Et d'ailleurs, vous avez un magnifique échantillon du mur de Berlin au centre du commerce international juste à côté. Et tout ça a pris fin dans les années 90. La Roumanie, même chose, qui était séparée. Effondrement au bloc soviétique, fin des années 90, avec la mort de Ceausescu. Mais la Corée du Nord, avec la guerre de Corée, la Corée du Nord et la Corée du Sud, pour une raison qu'on ignore, cette mécanique politique est restée. Et elle est très proche d'un principe stalinien. Et 70 ans plus tard, le principe stalinien existe toujours en Corée du Nord. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un rapport dans le principe stalinien, dans la stratégie stalinienne de cyberdéfense? Alors, cyber et Staline, ça ne marche pas ensemble normalement, mais là, je vais vous les faire comprendre. Et on va voir pourquoi c'est toujours là. La tablette Android de Corée du Nord. Alors, ça, c'est la preuve par l'exemple. Cette tablette-là date de 2007. C'est la seule tablette qui a réussi à sortir du pays et qui a été analysée par des ingénieurs allemands. Et ils ont dit plein de choses très intéressantes. Première chose, le Bluetooth, la puce Bluetooth et la puce Wi-Fi ne font plus partie de la tablette. Il n'y a pas de puce Bluetooth et Wi-Fi dans cette tablette. Il y a eu des téléphones en 2018, mais concrètement, la tablette et le téléphone sont créés 100% par le parti de Corée du Nord. Tout le monde n'a pas accès à une tablette en Corée du Nord, tout le monde n'a pas accès à un téléphone en Corée du Nord, seulement des notables. Donc c'est une tablette qui a été faite pour l'occasion, elle a été créée à Hong Kong et elle a été modifiée, le système Android a été modifié, donc c'est un Jelly Bean à la base, et il a été modifié directement par le parti de Corée. Les sites internet en Corée du Nord. Alors là, il y a eu des recherches de fait en 2016. Il y a eu un leak de données spécifiques suite à un poisoning DNS qui a eu lieu. Et un GitHub s'est créé à la suite de ça avec les sites nord-coréens. Donc il y a le GitHub qui est là, je vous les ai affichés. Mais ça a suscité un intérêt. Il n'y a qu'une trentaine de sites internet en Corée du Nord. Pour toute la Corée du Nord, accessible depuis l'étranger. Une trentaine seulement. Et vous avez le range de Corée du Nord sur un /22, soit 1024 adresses IP externes, sachant que nous en avons plusieurs dizaines de millions par pays occidentaux. Là, il y a beaucoup de texte, ne vous inquiétez pas, je vais vous dire ce qu'il faut retenir. Ça, c'était vraiment sur la notion de l'internaute. L'internaute en Corée du Nord n'a pas vraiment accès. Il a accès à un intranet majoritairement, mais il n'a pas accès à des sites internet. Seulement certains universitaires, des chercheurs et des scientifiques ont accès, et puis évidemment les notables et la famille du leader suprême, comme il se fait appeler, du maréchal, eh bien, ont accès à l'extérieur. Et là, votre question, c'est qui est Lazarus? Votre question, c'est qui est Lazarus? Bon, c'est pas grave. Donc, qui est Lazarus? C'est un groupe cybercriminel. Et ce groupe cybercriminel, on se dit, mais s'ils n'ont pas accès à Internet, s'ils ont du matériel qui date d'il y a très longtemps, que tout le monde n'a pas accès à la technologie, comment ils peuvent créer des cybercriminels? Et ça, c'est la bonne question. Comment ils arrivent à créer des cybercriminels? Eh bien, c'est assez facile. Il y a deux universités. Ces deux universités-là, en fait,
affiche le fait qu'elle forme des cybercriminels. Et ces cybercriminels, après avoir quitté le pays, opèrent depuis la Chine. Il y a une ville en particulier, avec des hôtels nord-coréens, des restaurants nord-coréens, et d'ailleurs, l'un des acteurs de Lazarus, le chef de Lazarus, et qui est actuellement recherché par le FBI, eh bien, a été formé dans ces universités-là, fait partie des sous-groupes qui génèrent de l'argent, et ils opèrent depuis la Chine. Mais il n'y a pas que ça. Nos amis de Corée du Nord ont leur propre système d'exploitation. Leur operating system, c'est le leur. Et vous voyez, ils ont créé leur propre système d'exploitation. Il y en a un qui ressemble à Windows et il y en a un qui ressemble à Mac. Et c'est ça qu'ils utilisent partout dans le pays. Donc leur propre système d'exploitation ouvert sur leur intranet. Donc c'est ce que je vous parlais, le groupe Lazarus Corée du Nord, opérant majoritairement comme une pieuvre à travers la Biélorussie, la Chine, la Russie, l'Inde et la Malaisie, mais majoritairement depuis 2 villes en Chine spécifiquement, dont une en majorité qui est pas loin de la frontière. Donc vous allez me dire, mais pourquoi ils nous racontent tout ça? Où est-ce qu'elle est la stratégie de cyberdéfense? J'y viens. La Corée du Sud maintenant. La Corée du Sud, évidemment pas la même idéologie que la Corée du Nord, c'est une idéologie différente, mais eux, ils ont carrément écarté le GAFAM. Donc le GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple. Et comment ils l'ont écarté? En créant leur propre technologie. Vous voyez la valorisation de Naver, Coupang et Kakao, qui sont les 3 concurrents de Google. Et vous voyez leur valorisation. Évidemment, depuis, Google a pris du terrain, mais vous voyez que quand Naver est sorti, en 2016, il occupait la majorité des parts de marché. Donc ici, on a un acteur qui a créé une souveraineté d'application et qui a créé littéralement sa propre culture de réseaux sociaux, sa propre culture de recherche. Le réseau Internet en Russie maintenant. Donc, même chose, on a ce qui a caractérisé la Russie, c'est le blocage des sites Internet. Énormément de blocklists, donc la blocklist, vous voyez, a augmenté avec le temps de façon exponentielle. Et pour la petite histoire, en Russie, ce qui est très très intéressant, c'est que l'Internet ne s'est pas développé en Russie de la même manière qu'il s'est développé autre part dans le monde. En Russie, l'espace était tellement grand que des micro-ISP, des micro-fournisseurs à Internet, des FAI, des micro-FAI se sont créés partout dans le pays. Et ils se sont mis à travailler les uns avec les autres, mais de façon très 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 parcellaire, point par point, très lentement. Et la Russie, pour reprendre le contrôle de tout ça, a mis un temps fou. Et ce n'est toujours pas le cas actuellement. Donc concrètement, le réseau russe est un défi parce qu'il est segmenté de partout. Là, ça commence à se dessiner. Alors le parallèle avec les stratégies de cyberdéfense. La surface d'attaque. Alors vous allez dire, mais là encore c'est trop petit Bertrand, pourquoi tu as mis autant de trucs? C'est juste pour vous dire que voici les surfaces d'attaque, 4 surfaces d'attaque, une infrastructure critique gouvernementale canadienne, énorme surface d'attaque, une grande banque canadienne, ici, un fleuron manufacturier québécois, je ne dirai pas lequel évidemment, ici, et un représentant de la grande distribution canadienne. Je ne dirai pas lequel non plus. Et là, le ministère des Affaires étrangères nord-coréen. Vous voyez la problématique? Quand la surface d'attaque de nos infrastructures critiques, de nos grandes banques, notre fleuron manufacturier ou nos représentants du monde de la grande distribution sont plus grands que l'État même de Corée du Nord, bah naturellement, la volumétrie fait que les cybercriminels s'intéressent beaucoup plus à notre surface d'attaque de nos gros joueurs économiques plutôt que celle de la Corée du Nord. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces stratégies de cyberdéfense? La première chose, réseau public-privé filtré. Les listes bloquées. On doit bloquer les origines, les destinations, j'insiste.
la géographie et faire des catégories. En 2023, si vous vous dites « mes employés ont le droit d'avoir accès à tous les sites internet », je vous réponds non. Ils ont suffisamment de capacité à la maison et sur leur téléphone personnel pour qu'on ne leur donne pas accès 100% à Internet en 2023. Ça ne sert à rien. Il n'y a aucune valeur ajoutée à donner accès à Internet à 100% aux employés. Ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez retourner ça dans tous les sens. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc il faut créer des écosystèmes autorisés. Vous allez dire, mais ça n'a pas de sens, ça va prendre trop de temps. Non, le whitelisting ne prend pas tant de temps que ça. C'est faux, c'est parce qu'on ne le fait pas. On n'essaye même pas de le faire. On voit ça comme quelque chose de trop compliqué. Ça n'est pas trop compliqué. Donc, dans notre écosystème corporatif, on a besoin de partenaires, on les connaît. Nos fournisseurs, on les connaît aussi. On a besoin de nos clients, de certains outils en ligne, même chose, on les connaît. Et des cas d'usage d'affaires. Ça s'arrête là. Tout le reste peut être géré depuis le téléphone personnel qui est toujours au bureau pour tous les employés. Et on peut tout à fait sortir la navigation Internet. La Corée du Nord le fait, ça marche très bien. Alors, encore une fois, c'est sûr que ça ressemble à de l'oppression. Mais réfléchissez bien, on ne prive pas d'Internet. Les employés ont de toute manière, vous tous, maintenant, vous avez accès à Internet. Ça ne change rien. Donc, bloquer la connexion Internet à 100% dans l'organisation n'est absolument pas un défi d'organisation. La micro-segmentation, donc ensuite les kill switch, il faut créer beaucoup plus de kill switch. Ce qui fait la beauté de la structure russe, c'est que malgré elle, avec ce système décentralisé, fédéré, eh bien, elle a créé des milliers de kill switch. Donc si un FAI se fait cibler par des cybercriminels, eh bien c'est un parmi des milliers. Combien il y a de FAI dans un pays? Très très peu. Il y en a une dizaine, une vingtaine, grand maximum. Mais en Russie, il y en a des milliers. Donc vous imaginez, créer cette micro-segmentation donne la possibilité à la Russie d'avoir des kill switch. Donc je vais vous montrer ensuite quel type de micro-segmentation on veut mettre en place. Et donc du modèle fédéré centralisé, c'est le fait d'accepter une certaine fédération, mais pas plus que ça. Donc une certaine indépendance des différents réseaux. Pour ça, réussir à faire ça, ça se résume par du NAC, du Network Access Control, mettre en place des XDR pour la gestion des réseaux et le filtrage aux points terminaux des sites acceptés ou non, du WAF, bien sûr, pour l'entrée, pour les points exposés, et du Deep Packet Inspection, donc de l'analyse Layer 7 sur les pare-feux. Pour le contrôle des équipements terminaux, chiffrement et signature de données. Chose que je n'ai pas dite pour la tablette Android. Dans le processus d'isolation et dans le processus autarcique de la Corée du Nord, il y avait une spécificité au niveau de la tablette Android. Tous les fichiers créés, lus par la tablette, les photos, les documents textes, les emails, sont chiffrés et ont une signature faite par la tablette. Et on ne peut pas installer d'autres applications sur la tablette que celles qui ont été déjà chiffrées par le parti. On peut appliquer cette logique-là dans une organisation, sans aucun problème. Aujourd'hui, on a tous un ordinateur personnel. Aujourd'hui, on a tous la capacité de régler nos applications. On a tous la capacité de limiter nos applications. Donc l'administrateur dans l'organisation de sa propre machine, ça ne doit plus exister. Et mieux que ça, limiter les applications, limiter les données. Le File Integrity Management, le FIM, donc être capable de signer la donnée, est très très important. Et autre chose que la tablette nord-coréenne faisait, si on avait le malheur de désactiver le pare-feu, les sécurités du parti qui avait été mises dedans, la tablette automatiquement se réinitialise aux paramètres d'usine. Automatiquement. Elle s'éteint et elle se réinitialise. Donc concrètement, ce que je suis en train de dire, alors là, vous allez dire, ouais, mais là, on est dans un système idéaliste. Pas vraiment. Pas vraiment.
Parce qu'en réalité, mettre en place ce système-là le seul défi qu'il y a, c'est vraiment la gestion du changement au niveau des employés. Et vous allez voir pourquoi je vais en parler après. Donc, restez avec moi encore un petit peu. Au niveau du filtrage des contenus, même chose. Application, données, ça c'est une obligation. Périphérique d'entrée, même chose. La tablette, on ne pouvait pas mettre de clé USB dessus. Et on ne pouvait pas non plus, vous avez compris, brancher la tablette à un réseau Wi-Fi, puisqu'il n'y a plus de puce Wi-Fi à l'intérieur, il n'y a plus de puce Bluetooth à l'intérieur. Donc c'était physiquement impossible de le faire. Et la tablette est surveillée. Cette tablette Android, à chaque fois que l'utilisateur démarre une application, ça envoie un screenshot directement de l'application qui est utilisée à un responsable du parti. Et le filtrage des réseaux. Donc là, on parle de FIM, on parle de surveillance 24/7 à travers un SOC, et on parle toujours de l'EDR et de l'XDR. Les accès physiques et le savoir protégé. Donc là, le personnel sensibilisé. Ce qui caractérise la Corée du Nord, c'est une propagande à tout point de vue. De la propagande toujours sur le leader suprême. Ils sont encore à penser que le leader suprême est de capacité divine. Il est né sur une montagne, comme son père et son père avant lui. Et cette propagande semble fonctionner, malgré tout. Et le peuple adule, et n'a pas le choix, le suprême leader. Donc la propagande de sécurité fait son office, fonctionne. Le personnel dédié, de la formation intensive. Donc la formation intensive, je vous l'ai expliqué, quand j'ai lu la totalité de comment la Corée du Nord gère sa population, vous voyez un lien avec le livre de Bernard Werber sur les fourmis, où concrètement, à la naissance d'un Nord-Coréen, on lui donne tout de suite une fonction. On sait ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il a des capacités? Oui, non. Et est-ce qu'il va devenir un scientifique? Est-ce qu'il va devenir un ouvrier? Tout ça, c'est déjà déterminé par le parti. Les utilisateurs ambassadeurs, très important. Et vous allez voir que là aussi, on imite le modèle nord-coréen. Tout le monde se surveille. Donc, on a des ambassadeurs, donc les guides, surveillent un autre guide qui vous surveille. Ça, c'est la stratégie. Des données protégées et tracées, même chose, on signe les données et on crée de la non-répudiation. Le but de la surveillance nord-coréenne dans la tablette, c'est de prouver que vous êtes bien celui qui a ouvert la mauvaise application au mauvais moment. Alors vous allez dire, mais on ne va pas rentrer dans des systèmes de délation, on ne veut pas opprimer nos employés. Vous avez raison, on ne veut pas aller là. Mais on veut protéger l'entreprise. Et force est de constater que ce que fait la Corée du Nord, aujourd'hui, en défiant les droits de l'homme, arrive à se promouvoir d'une sécurité qui est, pour l'instant, impénétrable par les cybercriminels et les gouvernements occidentaux. Donc ça marche. Donc ça marche. Donc, si je résume, les OMSM, One Minute Security Manager, on veut dans l'entreprise des ambassadeurs, les managers de la sécurité de la première minute. On veut littéralement des gens qui vont être sensibilisés et qui, à la première minute, dans chaque équipe, ce n'est pas forcément des gens de TI, dans chaque équipe, vont littéralement aider à gérer la sécurité. Donc, la sécurité ne doit pas être gérée que par les gens de sécurité ou les gens de TI, mais créer des ambassadeurs. Bien sûr, de la sensibilisation, du FIM et du PAM, gestion des accès, très important. Les éléments stratégiques plus complexes, j'ai mis complexe entre guillemets parce que là on rentre un petit peu dans les joyeusetés discutables. Parce qu'avant, ce que je vous ai expliqué n'est pas discutable. On peut le mettre en place et c'est tout à fait acceptable. On est là pour protéger les données d'une entreprise. La propagande profonde et la délation, on ne veut pas ça. Mais clairement, on doit sensibiliser profondément. Il y a encore des automatismes qui sont là et on a l'impression de répéter toujours les mêmes choses. Et ça fait plus d'une décennie. Et les cybercriminels s'en servent encore. L'autosuffisance, c'est aussi ce que le parti met en avant beaucoup. Et l'entreprise, au fur et à mesure de ses transformations, devient de moins en moins autosuffisante. Et en devenant de moins en moins autosuffisante,
on voit dans les cas de cybercrise majeure actuelle de plus en plus de tiers impliqués. Les cybercrises arrivent à cause de tiers de l'entreprise que l'entreprise ne peut pas gérer. Donc, c'est littéralement l'absence d'autosuffisance qui fait que nos entreprises se font cibler. Prenons le cas juste de BRP. C'est ce qui s'est passé. Et la souveraineté. La souveraineté, ici, encore une fois, je répète, je ne fais pas l'apologie de la Corée du Nord, comprenez bien. Je vous dis juste, voici une mécanique de cyberdéfense qui se montre dans les chiffres comme quelque chose qui fonctionne. Donc la souveraineté, on en parle beaucoup en France, on en parle de plus en plus au Québec, mais avec nos lois qui régissent les données personnelles, eh bien, on va avoir de plus en plus besoin de savoir où sont nos données et pouvoir aller les détruire nous-mêmes, le moment venu. Donc, pourquoi pas commencer des cyber background checks? Donc le cyber background check, donc la recherche d'antériorité cyber, est-ce qu'on a affaire à un employé qui naturellement est une passoire numérique? Est-ce qu'on a envie de savoir qu'un employé est une passoire numérique? Et est-ce qu'on veut engager cette personne? Parce qu'on peut savoir que cette personne a eu une vie numérique un petit peu chargée, et est-ce qu'on veut de cette personne pour mettre à risque l'organisation? Question. Gestion des tierces parties, même chose. Est-ce qu'on veut des tiers qui sont eux aussi des passoires? Donc dans ce cas-là, comment on fait pour faire en sorte de sécuriser? On ne peut pas se mettre en autosuffisance, donc il faut mieux gérer nos tiers. Et la géolocalisation des données. Et ça, on en a assez parlé et il y a assez de conférences comme ça. Alors, je vais conclure rapidement. Alors là, il y a beaucoup d'infos, mais je vais vous les résumer rapidement. Et la transformation sur Google ne marche pas du tout, hein, pour information, pour les gens de la régie. Sur PowerPoint, ça sort vachement bien. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, là ça devient très compliqué, des honeypots. Donc la notion de honeypot, les leurres, c'est très important. Un honeypot, c'est très facile à mettre en place. Un honeypot, le leurre, c'est pas là pour piéger les cybercriminels. C'est avant tout une boîte noire. C'est une boîte de santé qui vous permet de savoir si quelqu'un a pilé là où il ne fallait pas. Donc le leurre, ça coûte pas cher, ça a une empreinte technologique très limite et très résiduelle, et ça s'implante très vite. Donc la mise en place de honeypot, ça marche pour les PME, ça marche très très bien, et c'est très efficace. Très peu de faux positifs. Ensuite, segmenter. Oh là là, c'est terrible. Je réalise, mais là c'est terrible. Donc, l'ensemble des VLAN. Alors là, il y avait des VLAN. il y avait des VLAN. Ils étaient bien visibles. Là, il n'y en a plus. Mais bon, il y avait des VLAN. Et segmenter ces VLAN est très important, le plus possible. Parce que c'est cette micro-segmentation qui donne la possibilité des kill switch, donc des stratégies d'effondrement. Je vais vous parler d'un autre sujet que j'aime beaucoup, qui est le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est l'innovation technologique par la nature. Et si vous prenez l'exemple de la toile d'araignée. Alors évidemment, la toile d'araignée, le spider web, on sait très bien que la toile d'araignée, on peut faire une analogie technologique, mais non. La toile d'araignée est techniquement incroyable. La toile d'araignée, les nœuds d'une toile d'araignée s'effondrent et emprisonnent la proie. Elle a deux fonctions. Elle s'effondre et elle emprisonne la proie et garde le reste de l'intégrité de la toile d'araignée. Et ça s'appelle le kill switch ultime. Et donc, c'est ça qu'on veut faire avec des VLAN, être capable de créer un effondrement de là où le VLAN a été compromis et garder le reste de la toile correct. Notre PR, pour gérer nos terminaux, pour gérer l'USB, pour gérer le contrôle des applications. La segmentation des environnements, on l'a dit. La création de segments distincts à travers du DPI, du Deep Packet Inspection, s'il vous plaît. On entend encore trop souvent des pare-feux. J'ai un pare-feu entre deux VLAN. Et finalement, il ne fait que du Layer 2, Layer 3. Ça n'est pas un pare-feu nouvelle génération. Layer 7, Deep Packet Inspection, toujours. Le contrôle d'accès réseau physique. J'aimerais rappeler que
on a eu la preuve avec Netwalker, le groupe cybercriminel Netwalker, que nous avons une cybercriminalité qui est locale au Québec. Donc, qui dit cybercriminalité locale dit littéralement la capacité aux cybercriminels de se rendre physiquement sur les lieux. Et la beauté du NAC, du Network Control, c'est de pouvoir non seulement vérifier que vos périphériques sont conformes, que les équipements qui se connectent sont autorisés, conformes, et qu'ils ne présentent pas de risque pour l'organisation. Donc, ça revient un peu à la tablette. On ne va pas limiter, on ne va pas offrir des tablettes où on a refait l'OS et où on a enlevé la puce Wi-Fi et Bluetooth, mais au moins le NAC peut nous aider à couvrir ce besoin-là. La surveillance des accès logiques, le contrôle des accès et des données. Petite nourriture pour l'esprit. Est-ce qu'une donnée qui n'a pas d'accès accroché à elle-même existe? À réfléchir. Est-ce qu'une donnée qui n'a pas d'accès accroché à elle-même existe? Je vous laisse réfléchir à ça. Donc, la gestion des accès, vous voyez, donne l'essence même de la donnée. S'il n'y a pas d'accès autour d'une donnée, réellement, elle n'existe pas vraiment. Créer des ambassadeurs, très efficaces. Gestion des équipements mobiles, avec plus de signatures au niveau des applications, au niveau des données. Très, très important. Voilà, je ne sais pas où j'en suis de mon temps, parce que je n'ai pas de timer. Il me reste du temps, je suis comment? Il me reste 8 minutes. Il me reste plus de 8 minutes. C'est fini, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai le droit à 2 questions? 2 questions, j'ai le droit à 2 questions. 2 questions. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires ou insultes? Je ne sais pas si ça... Bon. Dans ton exemple de la tablette en Corée, il n'y a pas de puce Wi-Fi, il n'y a pas de puce Bluetooth. Comment ils l'utilisent? Est-ce que c'est wired? Alors, oui, et le réseau télévisé. Donc, ça communique... Fréquence courte. Oh, OK. Oui. Puis, bon, je trouve le parallèle super intéressant, mais je trouve ça en même temps... Je remarque que depuis 10 ans, moi, en début de carrière, on parlait de microsegmentation, de VLAN, de ci, de ça. On restreignait les accès, la géologue, tout ça. C'était comme, on devait le faire. Puis là, il y a comme eu un laxisme depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui explique que les attaques ne cessent d'augmenter? Puis, d'un autre côté, en entreprise, on est comme, ah, ben non, mais il faut permettre tout. Puis, tu sais, c'est antagoniste un peu. Mais c'est une très bonne question parce qu'en fait, au lieu de créer une forteresse, on a créé des archipels d'îles qu'il faut réussir à fortifier. Et c'est beaucoup plus difficile de fortifier un archipel d'îles que fortifier une forteresse. Parce que littéralement, en créant la transformation digitale, le cloud, je ne dis pas que c'est mal, je dis juste qu'on a créé une zone où on ne maîtrisait plus, où on avait une absence de contrôle. Et cette absence de contrôle a généré cet effet pervers-là. Et oui, on est en train de reprendre le contrôle tout doucement, mais on a créé la brèche, volontairement. Et les cybercriminels sont juste engouffrés dedans. Et ça fait plusieurs décennies, de façon magistrale. Merci. Merci. Une autre question? Ah. Oui. 2 autres questions, parfait. D'après votre expérience, combien d'entreprises ont la capacité de mettre tout ça en place et de l'exploiter efficacement? En fait, n'importe quelle PME, vraiment. C'est-à-dire, aujourd'hui, les outils en cybersécurité sont accessibles à des PME. Je vais juste vous mettre un autre parallèle, budgétaire cette fois-ci. La Corée du Nord a comme objectif la course à l'armement. Donc eux, c'était la bombe nucléaire, ils voulaient la bombe nucléaire, il n'y avait que ça en tête. Ils ont décidé de mettre 25% de leur PIB dans cette course à l'armement. 25%. Est-ce que vous imaginez votre entreprise qui ne met que 25% de son budget TI à l'intérieur de la cybersécurité? Juste ça. Ça va changer complètement la donne. Juste 25%. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on est capable de faire de la bonne sécurité telle que je vous l'ai montré à partir de 200 à 300 $ par utilisateur par année. C'est faisable. 200 à 300 $ par utilisateur par année, on fait de la très bonne cybersécurité. Donc pour moi, aujourd'hui,
ne pas faire de cybersécurité parce que soi-disant ça coûte trop cher ou ça prend trop de temps, c'est une folie. C'est de la paresse. On m'entend? Oui. Okay. La grosse différence entre nous et la Corée du Nord, c'est que la Corée du Nord, ils n'ont pas eu une expansion technologique aussi énorme qu'on a pu avoir nous dans le pays occidental. Vous pouvez parler plus fort dans le micro? Du coup, ma question c'est, on parle énormément de security by design. Ce qui fait que eux, leurs tablettes sont sécurisées, c'est parce qu'ils ont la main au moment du design de cette tablette. Oui. Nous, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a un historique qui est propre à tout le monde. Quand on est la Banque du Canada, par exemple, et qu'on a une surface d'attaque qui est aussi énorme, mais qui est liée à notre propre fonctionnement et du coup à notre propre système économique, comment on peut réussir à se sécuriser correctement et comment on peut dépasser justement toutes ces problématiques? Ouais. Alors c'est une très bonne question. Déjà, il faut que les entreprises soient conscientes de leur propre surface d'attaque. Ça, c'est quelque chose... on peut penser qu'une entreprise est naturellement consciente de ce que les cybercriminels savent sur elle. On pense ça. Mais en réalité, quand on sait ce que les cybercriminels, on commence à savoir ce que les cybercriminels regardent de nos entreprises, eh bien là, on va commencer à réduire leur intérêt. On va réduire ce qu'ils regardent. Et ça, on peut agir dessus directement. Mais la plupart des entreprises n'ont même pas conscience de ce qu'est leur vraie surface d'attaque. À chaque fois qu'on fait un exercice, nous, d'analyse de surface d'attaque, où on fait une découverte de surface d'attaque profonde, eh ben, on apprend des choses à l'entreprise. On dit, bah ça, ce serveur VoIP là, bah, il existe encore. Il n'a pas été décommissionné. Ah bon? Mais non, mais si, on l'a démissionné. 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on l'a décommissionné. Non, non, il est toujours là, il répond. Il n'y a personne dessus, mais il répond. Donc, pour moi, il y a déjà cet élément-là. Je vous l'ai montré. La surface d'attaque, il y a une différence. Et puis, pour un cybercriminel, demandez-vous, est-ce qu'on attaque la Corée ensemble? On y va? Ou on attaque un des joueurs? J'allais dire le nom, mais non, je ne vais pas le dire. Est-ce qu'on va attaquer un des joueurs qui est une des surfaces d'attaque qui est là? Non, statistiquement, il y a tellement que on va le faire comme ça. Il y a aussi un autre enjeu. Avant, c'était bien de créer des sous-domaines. Plus maintenant. Parce que le sous-domaine agit directement dans cette surface d'attaque, dans ce volume, dans cette volumétrie de surface d'attaque. Donc on a des méthodologies qu'on n'a pas re-questionnées, il y a des paradigmes technologiques qu'on n'a pas re-questionnés et où on ne s'est pas dit mais est-ce que ça intéresse les cybercriminels ce qu'on est en train de faire? Est-ce que notre méthode de faire les choses intéresse les cybercriminels? Et comme on ne s'est pas posé la question et qu'on se dit ça marchait hier, pourquoi ça ne marcherait pas demain? On continue à faire. C'est juste que les cybercriminels ont évolué et pas nous. Voilà. Mais oui, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Autre question? Non? C'est fini, c'est fini. Ok. Merci beaucoup à tous.